Bonjour à tous. Longtemps jugé secondaire, le sujet de la réindustrialisation est devenu une priorité, voire une question de survie nationale. Avec le Covid et les crises qui ont suivi, la France a pleinement pu mesurer sa dépendance étrangère en termes d'approvisionnement et vu sa souveraineté écornée, ses territoires fragilisés. Et tous les politiques, aujourd'hui, ne pensent plus depuis qu'à relocaliser sur le territoire national les chaînes de production. Mais si la prise de conscience est collective, les moyens pour atteindre cet objectif divergent. Réindustrialiser la France, ce n'est pas reconstruire les usines d'hier, mais investir dans des filières d'avenir afin de bâtir 1. Une industrie plus propre et économe en ressources, 2. Une industrie plus productive et plus créatrice de valeur, 3. Une industrie plus innovante, plus automatisée et dopée à l'IA, 4. Une industrie numérisée et offrant des emplois hautement qualifiés. Pierre Gattaz, bonjour. Reste que les résultats sont encore fragiles. La part de l'industrie est descendue à 10% dans le PIB et la France, malgré quelques 450 ouvertures nettes d'usines depuis 2022, a recommencé fin 2024 à détruire des emplois industriels après 15 trimestres consécutifs de création. La faute au problème de coût de l'énergie, de productivité, de fiscalité, de financement, de régulation, de normes ou encore de montée en compétences qui restent majeures dans le pays. Alors pour lancer le débat, je voudrais citer Patrick Martin sur le sujet de la réindustrialisation. C'est ce qu'il a dit au podcast de l'hypertransformation Bassia qu'il a enregistré pour l'ouverture de la REF. Il faut qu'on identifie en termes de prospérité, de perspectives de croissance, de souveraineté, d'objectifs sociétaux et environnementaux, les filières sur lesquelles on doit investir. On n'a pas les moyens de saupoudrer et on ne doit pas être à la remorque d'autres pays. Il faut par exemple se sortir de la tête que la Chine est l'usine du monde. Non, la Chine a maintenant une avance technologique qui nous impose d'être encore plus qu'avant très pertinent et très pointu dans les arbitrages, dans les choix qu'on fera en matière de réindustrialisation. On va attaquer avec vous, Anaïs Vagelis. Pour vous, la réindustrialisation doit être au service d'une ambition claire, mais malheureusement qui n'est pas tranchée. Tranchée entre souveraineté ou création de valeur. Quelle est votre position sur le sujet et comment est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre position ? Bien, bonjour à tous. Je vais juste faire un point de clarification parce que je me dois de parler en transparence. Aujourd'hui, je parle en tant que chercheuse, mais j'ai aussi des activités opérationnelles dans une industrie chimique. Donc, je suis un peu parfois juge et partie et je préférais le préciser avant de débuter. Alors, on parle beaucoup de réindustrialisation. Je pense que depuis mars 2020, on n'a jamais autant parlé d'industrie dans ce pays. C'est devenu un thème mainstream. Il n'y a pas un élu qui ne nous dit pas qu'il faut relocaliser, réindustrialiser des activités dans ce pays. Pour autant, on voit déjà, que la tentative de réindustrialisation qui a débuté avec la création d'emplois, plus ouverture de sites que de fermeture depuis 2017, est en train de s'essouffler. Parce que je crois que fondamentalement, on ne s'est pas dit pourquoi on veut réindustrialiser, au service de quoi on met notre industrie. L'industrie est un moyen au service d'un projet de société. On peut vouloir de l'industrie pour des questions de souveraineté, pour des questions sociales et territoriales, pour des questions de décarbonation. Et à partir du moment où on a décidé qu'on voulait de l'industrie, alors on va mettre des moyens au service du développement de cette industrie. Et c'est toutes les discussions autour du cadre réglementaire, fiscal, etc. Or, aujourd'hui, si tout le monde parle de réindustrialisation, on ne te donne pas vraiment les moyens de nos ambitions. On n'a pas défini clairement le but et donc on se heurte à un obstacle. Nous sommes dans une compétition mondiale. Qu'est-ce que la France peut faire quand la concurrence est internationale et que les autres se sont bien chargés de produire ce que nous ne voulions plus produire sur notre territoire ces 30 ou 40 dernières années. Donc, si vous voulez rapatrier de l'activité industrielle en France, soit vous changez complètement vos règles du jeu interne pour être très compétitif face à un pays comme la Chine qui est compétitif et sur le plan des coûts, mais aussi qui est un pays très innovant et on voit qu'elle est en train de prendre le dessus sur l'Europe dans tous les biens clés de la transition écologique, soit vous changez les règles du jeu du commerce international et vous vous dites un produit qui rentre sur le territoire européen doit respecter les mêmes règles de conditions de production qu'un produit fabriqué en Europe. On doit arrêter les doubles normes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a un impact sur notre compétitivité et qui réduit à néant tout effort de réindustrialisation. La deuxième chose, c'est que ce débat sur la réindustrialisation, il se passe dans un contexte environnemental où on parle aussi de sobriété.
Donc si on veut être sobre, nécessairement ça interroge les modèles industriels. Mais si vous voulez produire moins dans un contexte de surcapacité de production mondiale, vous réduisez encore plus votre capacité à réindustrialiser la France, d'autant plus dans le contexte européen. Donc ça appelle à questionner ces règles et à questionner ce qu'on veut faire. Et donc, s'il y avait 3 points, c'est 1, clarifier l'ambition, 2, redéfinir les règles du jeu, dans quel contexte on joue, et y compris sur nos ambitions environnementales, et 3, être capable de jouer collectif, parce que si je peux trouver discutable ce qui a été dit hier sur l'accord avec les États-Unis par le commissaire européen, une chose est sûre, nous ne sommes pas solidaires en Europe et nous ne sommes pas forcément solidaires en France, entre nous, que ce soit entre acteurs publics et privés, CF la commande publique, mais aussi entre acteurs privés dans les chaînes de valeur pour soutenir la réindustrialisation. Si vous voulez avoir des filières vertes, eh ben, il faut des clients qui sont prêts à acheter des produits et parfois payer plus cher un produit mieux disant. Et la désindustrialisation, c'est aussi des acteurs industriels qui se sont détournés du tissu productif. Et la dernière chose, j'aimerais qu'on clarifie une chose, et que j'entends beaucoup dire on ne veut plus de vieille industrie, mais collectivement, disons-nous, qu'est-ce que c'est la vieille industrie ? La vieille industrie, c'est l'acier, c'est l'aluminium, c'est la chimie. Croyez-vous honnêtement qu'on puisse être souverain sans capacité de production d'acier, d'aluminium et de chimie sur le territoire européen? Et ça, je crois qu'il faut que les politiques soient clairs là-dessus. Et la suite à la prochaine question. Merci Anaïs. Bernard Fontana, je crois que vous êtes d'accord. Pour vous, la réindustrialisation, c'est une question de souveraineté. Et même en plus, vous avez un petit message à adresser à la jeunesse sur cette question-là. Oui, pour moi c'est très clair, la réindustrialisation contribue à la souveraineté de la France et de l'Europe. Et il s'agit d'industrie, donc de souveraineté technologique, économique, et avoir la capacité humaine à faire ces choses-là. Alors pour EDF c'est évident, nous vivons comme une industrie de souveraineté, nous sommes l'industrie de l'industrie, au service notamment de ces industries que vous venez de citer. Nous sommes attentifs à la maîtrise de nos technologies critiques, à nos supply chains, en France, en Europe, et qui bénéficient de 75% des 24 milliards d'investissements que nous faisons chaque année. On les mobilise justement en France pour travailler à cette souveraineté. Et nous avons, pour nous, c'est 191 000 salariés, donc 80% sont en France. Donc il y a cet effet. Et puis au-delà de ça, bien, nous exportons près de 100 TWh par an, alors que la France importe, je crois, en 2024, 63 milliards d'euros d'énergie fossile. Alors il y a un challenge, ce sont les compétences. C'est un challenge, il faut le traiter, mais c'est une opportunité formidable qui est extrêmement structurante, puisque ça amène des emplois qualifiés à tous les niveaux de qualification imaginables, pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et dans les territoires. Et dans l'industrie, un emploi, ça en crée 2, 3, voire même 6 dans certains cas de l'énergie par des effets. Et l'industrie est alimentée par le progrès technologique, donc c'est aussi un facteur d'assimilation du progrès technologique par la France. Alors, pour EDF, c'est 10 000 CDI par an qui sont recrutés, 80% en France. C'est des choix délibérés de souveraineté, plus 4 500 alternants par an, des CAP, plus 5, des filières. La diversité est un facteur important pour nous. Alors, on me challenge souvent sur l'attractivité, mais pourtant, les jeunes ne veulent pas venir, etc. Je dirais que ça dépend. En France, vous avez des terres d'industrie. Un certain nombre de membres du panel viennent de Saône-et-Loire. Quand dans Saône-et-Loire, vous dites Framatome investit et recrute, les grands-parents nous envoient les enfants et les petits-enfants. Donc là, ça se fait de façon très naturelle. Mais c'est vrai que dans d'autres territoires, c'est moins évident. Donc il y a un travail d'attraction à faire. Et je pense qu'il faut le faire en montrant ce que c'est que l'industrie. Parce que les gens ne connaissent pas forcément. Par exemple, EDF fait 500 000 visites par an. Et le faire le plus tôt possible. Il y a 15% de scolaires, accueillir les stagiaires en troisième, en seconde. Pour nous, c'est 3 000 par an. Maintenant, ils aiment les dispositifs immersifs comme Fort Industrie, faute des événements, Viva Fabrica, WorldSkill. Mais je crois que les principaux ambassadeurs, ça doit être nous, les salariés, les partenaires sociaux, parler de notre fierté. Donc moi, je crois beaucoup à notre capacité d'attraction et à cette capacité d'industrialisation. Et je peux témoigner qu'EDF est la première entreprise de tourisme industriel de France. J'invite tout le monde à aller visiter les barrages hydrauliques, les centrales nucléaires. C'est une expérience à vivre en famille. Moi, je l'ai fait avec mes enfants et c'est vrai que ça peut susciter des vocations. Merci Bernard Fontana. Je voudrais qu'on se penche maintenant sur les attributs de la réindustrialisation et ils sont nombreux. Et on va commencer avec vous, Laurent Bataille. Pour vous,
Et pour Schneider Electric, quelles sont ces conditions de la réindustrialisation, au-delà de, je dirais, de la question du coût du travail? Et en préparant cet échange, on a beaucoup réfléchi sur la spécialisation par bloc ou alors sur l'automatisation. Est-ce que vous pouvez donner les 4 ou 5 facteurs clés pour vous qui doivent conditionner la réindustrialisation de la France? Oui, bien sûr. D'abord, je vais démarrer par un petit rappel, puisque Schneider est à la fois une entreprise industrielle française et européenne avec une empreinte très importante, hein, plus de 60 usines en Europe et plus de 25 en France. Et puis par ailleurs, on est offreur de solutions aux industriels, de toutes les industries, ce qui offre une certaine perspective sur ce qui permet à l'industrie de gagner. Alors moi, j'aimerais vraiment focaliser sur 3 aspects clés. Le premier, on en a parlé, on en a entendu parler, c'est la compétitivité. Il y a quelque chose d'assez spécifique dans l'industrie, hein, c'est que les produits voyagent. Et donc la concurrence, elle est soit régionale, soit mondiale. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans l'ensemble de l'économie, et en particulier du secteur des services, qui est souvent plus local. Donc ça pose la question de la compétitivité, à la fois coût, mais également de la compétitivité sur la différenciation des offres et la valeur ajoutée des offres. Deuxième grand sujet de l'industrie, c'est les volumes, et je reviendrai dessus. Et puis le troisième, c'est celui de la modernisation de l'industrie. On a entendu parler d'anciennes industries. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'anciennes industries. En revanche, il y a une vraie question de digitalisation et d'automatisation dans l'ensemble du secteur industriel. Si on revient sur la compétitivité, évidemment, c'est une contrainte. On doit être compétitif pour se battre face à d'autres blocs, que ce soit la Chine, l'Amérique du Nord. Ce n'est pas nécessairement toujours la même base de compétition. Parfois, c'est une compétition coût, parfois, c'est une compétition technologique. Mais en revanche, ça doit vraiment attirer notre attention sur le coût des intrants, hein. Donc à la fois le coût du travail, la flexibilité, les charges, et avec une focalisation spécifique sur l'industrie, une fois encore, par rapport à l'ensemble de l'économie, mais il y a également d'autres aspects de coûts qui sont importants et qui peuvent être des avantages compétitifs pour la France. Par exemple, effectivement, on a une électricité décarbonée. Comment est-ce qu'on l'utilise au mieux pour des secteurs qui en ont besoin et sur lesquels la production décarbonée sera une différenciation pour leurs offres à la vente? Voilà, donc ça, c'est la question de la compétitivité. Le deuxième point sur les volumes, c'est fondamental. La concurrence en industrie, elle n'est pas locale. Donc le prisme ne doit pas être que français. On doit réfléchir évidemment au marché européen et au marché mondial. Pour le marché européen, ça implique 2 choses qu'il faut vraiment qu'on regarde. Le premier, c'est l'intégration et l'unification du marché. On le sait, le rapport Draghi est très clair sur le sujet. Il faut vraiment désiloter le marché européen. Le deuxième sujet, c'est la protection du marché européen. C'est-à-dire qu'on a des réglementations qui s'appliquent en Europe et qui sont généralement très appliquées aux entreprises basées en Europe, pas nécessairement à celles qui exportent depuis ailleurs vers l'Europe. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on essaie de créer un terrain de jeu qui soit beaucoup plus juste. Je trouve intéressant, il y a un certain nombre d'initiatives, mais le score environnemental, par exemple sur les véhicules électriques adoptés par les flottes d'entreprises, qui crée effectivement des contraintes sur la fabrication et qui encourage une fabrication plus locale. Le dernier point sur le fait que l'industrie puisse gagner en France et en Europe, c'est la modernisation. Et aujourd'hui, je trouve que les statistiques sont assez frappantes. Statistiquement, en France, une usine est 2,5 fois moins automatisée qu'en Chine, 5 fois moins qu'en Corée du Sud. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on utilise moins de robots, moins d'automatisme, ce qui fait et du coup moins de digital, puisqu'on a moins de données, hein. Il y avait avant une conférence sur les data. Si on n'a pas d'automatisation, on n'a pas de data, on ne peut pas améliorer les process, on n'a pas une bonne traçabilité des produits, pas une bonne qualité. Et donc vraiment moderniser l'industrie au travers du digital et de l'automatisation, ça doit être une priorité. Le gros avantage de cette priorité-là, c'est que c'est une priorité transverse. Elle s'applique à l'ensemble des secteurs industriels. Ce n'est pas filière par filière, c'est une réalité. On peut automatiser l'ensemble des secteurs, pas toujours de la même façon, y déployer beaucoup d'offres software qui permettent d'améliorer à la fois la compétitivité coût, l'utilisation des ressources, mais également la qualité de l'offre et du produit. Merci Laurent Bataille. D'autres conditions doivent aussi être réunies pour permettre cette réindustrialisation. Et Frédéric Soyot, vous vouliez insister sur quelques points essentiels qui sont toutefois loin d'être secondaires. Merci d'abord pour l'invitation.
C'est bien que la fête de l'humanité soit déménagée à Roland-Garros, ça fait plus chouette. Pas encore, pas encore. Faire de la réindustrialisation une réalité, pas seulement un slogan. Notre souveraineté industrielle, et la souveraineté industrielle, ce n'est pas un gros mot. La souveraineté, on en a besoin. En plus, qu'est-ce qui contribue à la cohésion nationale et territoriale? L'industrie. Souvent, on parle souvent des usines qui ferment, jamais de celles qui ouvrent. Alors on ne peut pas dire que rien n'a été fait ces dernières années, mais on a tellement empilé les choses, y compris France 2030. Bonne idée au départ, mais plein de projets n'ont pas abouti parce qu'il y avait trop d'empilement de choses et de normes. Et puis, formation, reconversion. Comment est-ce qu'on redonne de l'attractivité à l'industrie? Parce que souvent, quand on travaille dans l'industrie, alors moi je viens de la métal, bon, on a plutôt l'air d'être des pollueurs, pas super malins, mais on a tous les atouts pour faire autre chose qu'un slogan sur la réindustrialisation. Et concrètement, il faudrait que demain on remette un vrai ministre de l'Industrie. Pas juste rattaché quelque part. Marc Ferracci appréciera. Je ne parlais pas de la personne. Un petit peu quand même. Non, en tout cas, lui, personnellement. Je parlais du choix de dire on n'a plus un ministère de l'Industrie comme on l'a eu à une époque. Parce qu'à cette époque, on parlait industrie et réindustrialisation. Et c'était la colonne vertébrale du pays. Et l'industrie, sans nier les difficultés qu'il peut y avoir au niveau international, la concurrence. Alors les miens m'ont dit souvent déloyale. On pourrait mettre déloyale tout court, notamment si on parle des droits de douane. On l'a vu pour l'industrie du cognac, où on était obligé d'intervenir jusqu'en Chine pour qu'on évite de se faire dépouiller complètement. Donc il faut qu'on parle de souveraineté industrielle, de formation, de reconversion, et puis d'attractivité, mais ça commence dès l'orientation à l'école. Comment est-ce qu'on arrive à augmenter notre taux d'emploi des jeunes? Comment est-ce qu'on les envoie vers l'industrie et vers le nucléaire et vers l'énergie décarbonée? Comment est-ce qu'on leur redonne l'envie de cette attractivité qu'est l'industrie? Sur ce sujet, est-ce que vous êtes d'accord avec le président du MEDEF qui propose de diviser par Rarement d'accord avec le taux de chômage des jeunes? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il souhaite, l'ambition de son mandat, c'est de diviser par 2 le taux d'emploi des jeunes, le taux de chômage des jeunes. On est d'accord sur plein de sujets, notamment sur le taux d'emploi en France. Alors c'est la norme OCDE des 15-25 ans et des 55-64 ans. Nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Comment est-ce qu'on arrive à orienter les jeunes vers l'industrie qui doit être attractive, et elle l'est. Donc là-dessus, et je vais le reprendre au mot, on s'est vu en juin, il nous a proposé une discussion sur l'appareil productif français, du début à la fin, de la base jusqu'à la sortie client. Comment est-ce qu'on arrive à discuter dans le cadre de la démocratie sociale pour parler de l'appareil productif français? Comment est-ce qu'on lui redonne? Finis ta phrase. Oui, je vais finir ma phrase, Marc. Moi, je ne suis pas terre d'avenue ou terre battue, je ne sais pas quoi. Comment est-ce qu'on redonne la place qui doit être la sienne à l'industrie dans ce pays? Merci. De rien. Alors, une réindustrialisation ne peut pas se réussir si elle n'est pas conduite en lien avec les territoires et ses élus. Et j'en viens à vous maintenant, Alain Rousset. Parlez-nous, s'il vous plaît, de l'importance de l'implication territoriale, complémentaire évidemment aux politiques nationales, et je pense notamment au plan Usine du futur que vous avez lancé en 2014 en Nouvelle-Aquitaine, et de la stratégie globale qu'un territoire peut mettre en place, peut déployer pour favoriser l'industrie, pour réindustrialiser la France. Vaste programme. Vous avez 3 minutes. Quel est le
Je croyais que c'était 8. Deux fois. Quel est le constat que l'on fait 20 ans après le lancement de politique industrielle à l'échelle d'une région? 36% de l'emploi industriel net créé en France, en Nouvelle-Aquitaine. 36%. Et l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas l'histoire d'une région industrielle comme Rhône-Alpes, comme Nord-Pas-de-Calais ou comme d'autres. C'est une diversification, c'est une écoute et une relation de confiance, c'est la transformation des équipes de la région en une ingénierie, bienveillante à l'égard de l'écoute d'un chef d'entreprise, des chefs d'entreprise et des entreprises. C'est la chaîne de valeur qui va de la recherche, du transfert de technologie, de l'approvisionnement en idées nouvelles et en innovation, à la formation, jusqu'à l'accompagnement à l'investissement. C'est aussi la mise à disposition pour les entreprises de fonds propres, qui ne soient pas intrusifs. Parce que le problème de la France aujourd'hui, sur le plan industriel, c'est celui des fonds propres notamment. Ce n'est pas qu'un problème de culture, c'est que nous avons un déficit d'offres de fonds propres non agressifs, non intrusifs dans notre pays. Le rapport fonds propres dettes dans les PME, c'est 30 fonds propres, quand c'est 30, 70 dettes. Donc quand vous allez, patron d'une entreprise, négocier avec votre banquier une dette, un emprunt, qu'est-ce que fait le chargé de mission? Il regarde d'abord le rapport fonds propres dettes. Et le modèle de centralisation, notamment porté par la BPI, est une absurdité. Je suis d'autant plus gêné de le dire que j'ai participé à sa conception et à sa création. Donc, il faut que nous ayons des banques régionales d'investissement qui soient présentes sur le terrain, qui connaissent humainement les hommes et les femmes. Parce que le modèle régional, par rapport au modèle national, c'est un modèle qui n'intervient que sur les entreprises qui recrutent, qui investissent, qui innovent. Et c'est en cela qu'il est vertueux. Et comme on a en même temps les relations avec la recherche, sur l'électronique, sur les nouveaux médicaments, j'y reviendrai peut-être dans une deuxième intervention, on peut alimenter aussi cette innovation, recréer du collectif. J'ai créé il y a 15 ans avec des amis des ETI, un club des ETI qui a non seulement un effet de contact entre les patrons des ETI, mais aussi un effet de dissémination, d'acculturation auprès du secteur industriel dans toute la région. Enfin, moi je ne suis pas partisan de l'efficacité des réunions à Versailles, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Colosse au pied d'argile. L'Allemagne a réindustrialisé dans sa période difficile par ces PME qui sont devenues du Mittelstand. C'est ce que nous faisons. Et nous essayons de structurer des écosystèmes. Prenez le cas de la batterie. Vous avez en Nouvelle-Aquitaine la totalité du partenariat pour la batterie du futur. Avec les chimistes, avec ACC, avec Saft, avec une usine qui préfigure les gigafactories, dont on sait aujourd'hui que c'est largement un échec par rapport à la compétition avec la Chine. La Chine vendra toujours moins cher ses batteries dans les choix qu'elles ont faits. C'est l'usine du futur. Je voudrais en dire un mot. L'usine du futur, on l'a inventée, Ross McInnes est là, dans un petit village des Pyrénées, à côté de Pau. C'était Turboméca qui conçoit et fabrique des moteurs d'hélicoptères. Aujourd'hui, Safran Helicopter Engines. Une usine de 2500 personnes. Le directeur, le président de l'entreprise à l'époque, ont repensé l'usine. Résultat, et la région a investi massivement. Résultat, productivité
doubler. Parce que dans la compétitivité dont vous parliez tout à l'heure, il y a d'abord la productivité. Et le défi de l'industrie française, c'est la productivité. Et la conclusion qu'on en tire, certes, c'est la numérisation. Certes, c'est la robotisation. C'est la dépénibilisation. Mais le vrai résultat, le constat qu'on fait tous, c'est que c'est l'amélioration des conditions de travail, la qualité de vie au travail, qui fait bondir la compétitivité de l'industrie. Il faut en parler. Merci, Président. Jusqu'à présent, on a eu 2 capitaines d'industrie qui se sont exprimés, une chercheuse, un syndicaliste, un politique, et pas encore un représentant des sous-traitants. Pourtant, les sous-traitants sont fondamentaux dans la création de la chaîne de valeur, dans l'établissement de cette chaîne de production, et vous représentez, vous, Pierre-Jean Leduc, ces sous-traitants de rang 1 et 2 qui sont essentiels. Comment ces sous-traitants doivent aujourd'hui évoluer pour permettre la réindustrialisation du pays, et comment vous devez vous aussi vous internationaliser pour qu'elle soit possible? Alors, je voudrais, j'abonde dans le sens de tout ce qui a été dit en grande majorité. Il y a des points de désaccord que je vais expliquer. Je ne suis pas d'accord sur le point par rapport à BPI France. Je trouve que ce que BPI France a fait est remarquable pour soutenir le réseau des entreprises françaises, et notamment tous les accélérateurs PME, ETI, la promotion du coq bleu, toute cette dynamique, la fierté de fabriquer en France. Tout ça, c'est grâce et surtout à BPI France. L'autre point, c'est que quand vous demandez des financements à BPI France, vous les avez toujours en soutien, certes en accompagnement des banques régionales, et là je partage totalement votre vision, Monsieur Rousset, mais je crois que c'est difficile aujourd'hui de critiquer BPI France dans la dynamique qu'ils ont pu amener dans le tissu notamment industriel français. Maintenant, je vais témoigner, moi, en tant que chef d'entreprise. Et je voudrais qu'on parle vrai, parce que je crois que les bonnes volontés, elles sont toutes là. Le constat, c'est quoi? C'est que moi, quand j'ai commencé ma vie d'industriel, ma vie de jeune ingénieur, il y a une trentaine d'années, on avait un PIB industriel à 22%. Aujourd'hui, on a un PIB industriel à 11%. Et on est le pays de l'OCDE qui taxe plus l'industrie. C'est donc forcément mécanique. Si on taxe l'industrie, eh bien le pays se désindustrialise. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que des groupes industriels ne peuvent pas se développer, des grands groupes, s'il n'y a pas un tissu de sous-traitance. C'est-à-dire que la sous-traitance est à la fois un vecteur d'attractivité des grands groupes, ou de performance de ces grands groupes, alors que ce soit des groupes français ou d'attractivité pour faire venir sur nos territoires des entreprises internationales. Et d'autre part, c'est une chance pour les PME, puisque globalement, ces grands groupes sont ceux qui sont les locomotives. Et ça, c'est aussi le point faible de la France. C'est-à-dire que la France a eu, à une époque, celle que j'évoquais tout à l'heure, de très très grandes industries. On était leader. Moi, quand j'ai commencé dans l'industrie, on était leader dans le domaine du nucléaire. On a perdu ce leadership. On était leader dans le domaine du ferroviaire, le train à grande vitesse. On était leader, rappelez-vous de Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Et tout à l'heure, quand on parle, on ne peut pas avoir un pays souverain si on n'a pas des métaux et autres. On était Usinor avec des leaders dans les aciers spéciaux. Enfin, tout ça, c'était la réalité. Et donc, forcément, les PME de sous-traitance, derrière, profitaient de cette attractivité, de ce dynamisme de ces entreprises. À partir du moment où ces entreprises ont disparu, ou à partir du moment où ces entreprises se sont internationalisées, et là, je vais prendre le cas de Schneider, puisque c'est le très bon exemple, et que c'est un exemple que je connais très bien. Moi, quand on travaillait pour Schneider, on travaillait beaucoup pour Schneider, parce que Schneider fabriquait en France et exportait. À partir du moment où Schneider est devenu une entreprise internationale, évidemment pour les PME françaises, c'est moins de fabrication et plus de fabrication à l'étranger. Et là, par contre, et c'est un peu le constat que je peux faire vis-à-vis de mes pairs sous-traitants, c'est que soit vous le prenez comme étant une contrainte, et quelque part, vous vous dites, je suis pas capable d'aller à l'étranger, je vais fermer mes usines et autres, ou soit vous le prenez comme étant une opportunité.
Et là, je vais témoigner par rapport à ma... donc moi, je suis président de la filière plasturgie, mais je peux parler au nom de la filière de la métallurgie tout autant. Ce qui est vrai pour la plasturgie est vrai pour les autres filières. Et pour mon groupe, à moi, DEMJ, donc un groupe de plasturgie international aujourd'hui, ça fait partie de la stratégie. C'est-à-dire que de se dire, aujourd'hui, on a des groupes industriels qui sont internationaux, eh bien, profitons-en pour devenir international. Et là, le vrai modèle, c'est lequel? C'est celui du Mittelstand. C'est-à-dire que la plupart des entreprises françaises voient leur terrain de jeu, je parle pour les sous-traitants, comme étant uniquement la France. Alors que le terrain de jeu, il est européen ou il est mondial. Et c'est là que je dis qu'il faut qu'on change de regard, parce que il faut bien comprendre que le monde a changé. Et que ce n'est pas en s'imaginant qu'on va réindustrialiser. Non, on ne va pas réindustrialiser. Je suis venu avec... on ne va pas réindustrialiser facilement. Je suis venu avec les éléments, je vais parler en toute transparence de mon groupe, DEMJ. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, mais avec quelques chiffres. DEMJ, c'est un groupe industriel, 130 millions d'euros, à peu près 1000 personnes, avec aujourd'hui 4 sites en France, 2 en Allemagne, 2 en Roumanie, 2 aux États-Unis. Donc je peux parfaitement comparer les coûts d'un site à l'autre et les profitabilités d'un pays à l'autre. Moi, quand je paye 100 en France à un salarié, ça me coûte 142, 143, à peu près 42-43%, et le salarié va toucher 78 € avant impôt, et si je regarde la moyenne de mes salariés, il va toucher 73 € après impôt. Si je regarde l'Allemagne, quand je paye 100, ça me coûte 117,5. D'accord ? Le salarié touche. Et le salarié va toucher 82,2. Donc pouvoir d'achat supérieur. Quand je suis aux États-Unis, quand je paye 100, le salarié, ça me coûte 121 et le salarié touche 90,6. D'accord ? Quand je suis en Roumanie, quand je paye 100, ça me coûte 102,2 et le salarié va toucher, par contre là, ils sont beaucoup ponctionnés, 56,6. Donc en fait, il faut imaginer. Par contre, le coût de la Roumanie, c'est 4 fois inférieur à celui de la France. Maintenant, si je regarde, et là je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur M. Bataille, sur les entreprises françaises ne sont pas productives, ou ne sont pas suffisamment automatisées. Moi, je peux parfaitement témoigner que, et c'est là, c'est une caractéristique de la filière plasturgie, c'est qu'en fait, je vais en Allemagne, ils ne sont pas plus performants que nous. Je vais aux États-Unis, ils sont encore moins performants que nous. Et en Roumanie, c'est nous qui leur avons apporté la performance. Et donc, en fait, à ISO performance, aujourd'hui, comment se fait-il qu'en pourcentage d'EBITDA en France, quand vous dégagez 8 points d'EBITDA, 8,5, vous êtes très bon. Quand vous êtes en Allemagne, vous dégagez assez facilement ou normalement entre 10 et 15 points d'EBITDA. Quand vous êtes aux États-Unis, 15 à 20% d'EBITDA pour des entreprises qui sont moins performantes que les nôtres. Et quand vous êtes en Roumanie, vous dégagez à peu près 15 à 20%. Donc comment se fait-il qu'avec des performances identiques d'automatisation, vous n'ayez pas les mêmes résultats en bas de page? Et ça explique pourquoi des entreprises, et Laurent Bataille le disait très bien, pourquoi des entreprises vont chercher du développement à l'international. Et c'est là le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on a un coût qui est trop important pour pouvoir être compétitif. Merci Pierre-Jean Leduc. Donc je précise que vous avez choisi d'utiliser tout votre temps de parole sur votre première et unique question. Laurent Bataille, je voudrais qu'on revienne maintenant sur les choix de filières d'avenir. Parce qu'on a parlé des conditions de la réindustrialisation, mais on n'a pas encore parlé, à part pour la sidérurgie, des filières dans lesquelles il faut aujourd'hui investir, voire aussi de celles dans lesquelles, non pas il faut désinvestir, mais il faut préparer la sortie. Parce qu'on ne peut pas être compétitif sur tout, on ne peut pas saupoudrer partout. Donc, pour vous, quelles sont les filières d'avenir et quelles sont celles dont il faut accompagner, non pas le déclin, mais en tout cas la sortie? Alors effectivement, dans l'industrie, c'est des filières. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est effectivement une expérience cumulée au fil d'années, mais également auprès d'un écosystème, souvent assez local, les sous-traitants, les assembleurs ou les donneurs d'ordre, si vous voulez, un savoir-faire technologique qui peut être local. Donc il faut réfléchir en termes de filières et de spécialités métiers
C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on continue d'avoir des filières d'excellence et je pense qu'il faut absolument travailler à continuer de les développer. On a parlé de l'aéronautique qui en est une, le luxe en est une autre, la pharma, la biotech, le nucléaire, qui est une filière en voie de réactivation très active, sont des filières, et d'ailleurs d'export. C'est-à-dire que c'est des filières où on a un savoir-faire tel qu'on est capable également de vendre des produits à l'export, ce qui est très important dans la souveraineté, parce que la souveraineté, c'est pas tout fabriquer soi-même, c'est d'avoir des points de pression réciproques avec les autres blocs géographiques. C'est-à-dire d'avoir des savoir-faire distinctifs qui permettent de vendre des produits clés pour un certain nombre de nos partenaires commerciaux. Maintenant, il me paraît qu'aujourd'hui, il y a vraiment une filière sur laquelle on ne doit pas rater la transformation, c'est celle du numérique. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des investissements majeurs en AI aujourd'hui, et l'AI, c'est en train de devenir une industrie. On parle de gigafactory d'AI et de données et de computing. Et on a un avantage compétitif majeur en France aujourd'hui sur ce sujet, c'est qu'on a de l'électricité décarbonée et disponible. Et donc c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, beaucoup des investissements de l'AI recherchent la disponibilité de la puissance électrique, ne la trouve pas dans d'autres pays et la France a vraiment une carte à jouer, c'est vraiment une industrie d'avenir. Donc c'est l'opportunité pour nous dans les 3 ans qui viennent de vraiment prendre ce cap. Et puis dernièrement, il y a effectivement la question de la transformation de l'industrie. On a parlé d'automatisation, j'avais surtout cité les chiffres de nos autres, enfin des pays asiatiques, en particulier la Corée qui est le pays de l'OCDE qui a la part la plus élevée de l'industrie dans son PIB. Et c'est vrai pour l'ensemble de l'industrie. Donc peut-être pas la plasturgie, mais pour l'ensemble du secteur industriel, il est très clair que la France est en retard dans son automatisation et sa digitalisation. Et il faut vraiment accélérer. Le gros avantage pour moi de ce sujet, c'est que c'est un sujet qui ne demande pas des moyens considérables en termes d'investissement, mais qui permet de vraiment faire progresser les entreprises industrielles. Je terminerai avec un dernier sujet qui, pour moi, est la différenciation des offres. Je pense qu'il faut voir la transition énergétique et écologique comme une chance majeure pour la France. Une fois encore, on a de l'électricité décarbonée. L'idée, ce n'est pas d'utiliser ça comme une contrainte, mais d'y réfléchir en termes de différenciation de nos offres à l'export. On voit beaucoup de secteurs qui poussent aujourd'hui des produits beaucoup plus verts, parce que la clientèle le demande. C'est le cas du verre avec des entreprises comme Veralia, c'est le cas d'un certain nombre d'aciers, où l'acier vert est en demande. Nous, on vend des produits qui ont de l'acier vert et sur lesquels on n'a pas suffisamment de capacité aujourd'hui pour servir la demande du marché. Donc vous voyez, la transition et la décarbonation, la transition énergétique et la décarbonation peuvent être une chance de différenciation de l'industrie française. Merci. Alors justement, Bernard Fontana, Laurent Bataillon parlait de l'énergie décarbonée, du nucléaire, pas que, l'hydraulique aussi. En quoi c'est une filière, une industrie d'avenir et comment ça peut aider la compétitivité et la réindustrialisation de la France? Effectivement, l'énergie, en particulier, notamment l'électricité, c'est un des déterminants de la compétitivité industrielle. Alors à différents degrés, selon les industries, mais dans tous les cas, ça en est un, même si ce n'est pas le seul. Et c'est un atout que nous avons, que nous devons maintenir et même renforcer. Alors en France, nous avons un approvisionnement fiable, abondant même, grâce au système productif et aussi au réseau. On n'en parle pas toujours, mais le réseau est extrêmement efficace. Alors il est relativement compétitif. Si je regarde en Europe, on est capable de voir les forwards des prix de gros sur 2026 au premier semestre, 65 € par mégawattheure en France, 88 € en Allemagne, 108 € en Italie. Donc on a une position relative. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi des compétitions. Donc si on regarde la plaque nord-américaine, là il y a le gaz de schiste aux États-Unis, il peut y avoir l'hydro au Canada. Maintenant ils ont des challenges aussi de disponibilité d'électricité, de modernisation, de taille de pays aussi et de coûts de distribution. Et on est capable, quand on travaille ensemble, de faire des choses compétitives. Et je suis très content qu'on ait pu travailler avec les équipes de Safran pour un challenge par rapport à de l'hydroélectricité au Québec. Et merci aux collègues de Safran et d'EDF d'avoir réussi à surmonter ça. Il y a l'Asie, la Chine aussi. Alors, les règles sont variables là-bas. J'ai quelques ordres de grandeur, puisque nous avons des sites. C'est entre 5 et 15% la différence. Donc, ce n'est pas insurmontable non plus.
Notre électricité est décarbonée, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un atout. Elle est 10 fois plus décarbonée qu'en Allemagne, ou en Italie, 4 fois plus décarbonée qu'en Espagne. Donc nous avons des atouts, le nucléaire très clairement, l'hydraulique, qui est une ressource exceptionnelle et que nous souhaitons relancer avec l'appui des représentants de l'État. Bien sûr, un certain nombre d'activités dans le renouvelable. Si je prends le nucléaire, c'est aussi une supply chain, 220 000 emplois. Et la relance du nucléaire, c'est 100 000 emplois de plus. Donc c'est formidable, ça tire. Et même peut-être probablement plus. Là, on a signé un contrat avec SAS-ULC, ça va faire 8 milliards pour la supply chain française d'activités supplémentaires. Et c'est l'opportunité, avec cette approche de souveraineté, de compétitivité, de qualité et de lead time pour aller vite, de relocaliser des activités. Et nous le faisons et ça marche. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les robotisations étaient dans d'autres pays. À Belfort, on me disait Belfort c'est plus cher que l'Inde. Bon, l'Inde c'est très bien, on a plein de sujets à faire en Inde, mais les robots ils sont en Inde, ils ne sont pas à Belfort. Donc l'idée c'est de dire ramenons l'activité de Belfort à Belfort, mettons des robots et faisons tourner l'usine. Effectivement, quand vous faites tourner vos usines, vous êtes davantage compétitif. Et là c'est des bons challenges pour notre industrie. Bien sûr, il faut accompagner nos clients. Alors nous passons d'un dispositif ARENH, post-ARENH. Je pense que je remercie toutes les entreprises françaises puisque le dialogue qui est en ce moment est un dialogue positif et constructif. Donc nous allons continuer à le faire. Et l'accompagnement peut avoir beaucoup de nature. Par exemple, on a parlé des data centers tout à l'heure. Ben, nous avons des sites connectés et nous mettons à disposition des sites pour accueillir des data centers et des activités françaises. C'est le cas à Montreux, c'est le cas à Moselle et nous allons continuer à le faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a un challenge pour continuer à électrifier les usages, mais ça, il faut travailler ensemble. Et merci aux entreprises françaises, merci aux équipes d'EDF, et nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous et continuer à avancer sur le sujet. Merci Bernard Fontana. Anaïs Voigelis, votre regard de chercheuse justement sur cette énergie décarbonée comme vecteur de compétitivité de l'industrie? Il y a plusieurs choses. Déjà, j'entends parler de data centers et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut des data centers en France pour des questions de souveraineté. Maintenant, je mettrai un bémol sur la question de est-ce qu'on va être capable de faire une hiérarchie dans nos priorités, parce qu'on voulait de l'industrie, maintenant on veut des data centers. On sait que l'industrie est confrontée à une difficulté d'accès au foncier, que les data centers, on va les plugger là où on a des réseaux haute tension qui peuvent être nécessaires pour développer certaines activités industrielles liées à la transition écologique. Donc comment on arrive à gérer les priorités et comment on s'arrange pour que cet agenda soit le plus au service de notre souveraineté. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de compétitivité dans ce débat. Il y a un enjeu sur la compétitivité dans les prix de l'énergie. Alors, je reviendrai sur l'électricité, mais il faut bien avoir en tête que c'est sur différents types d'énergie. On a besoin d'une énergie bas carbone, donc ça peut être de la biomasse, ça peut être des déchets revalorisés en énergie. On sait qu'on a un prix du gaz qui est plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. Et on a un sujet sur l'électricité. Alors, sur l'électricité, il y a trois choses. Il y a le prix de l'électron dont on parlait. J'entends qu'on est en train de mettre des choses sur le post-ARENH, mais quand vous êtes un industriel et électro-intensif, vous passez de 42 € du mégawattheure à plus de 55, ce qui a quand même un impact sur votre compétitivité quand 50% de vos prix, de votre électricité et d'achat d'électricité était couvert par l'ARENH. Donc il y a quelque chose qui reste à stabiliser en termes de contrat long terme. Les deux autres sujets, c'est la question des taxes et du réseau, qui aujourd'hui, pour les grands consommateurs, ont fait l'objet d'efforts dans un cadre réglementaire. Mais quelle garantie les industriels ont qu'à mesure qu'il y a des discussions sur le budget, ces avantages donnés ne seront pas revus? Et ça, c'est un enjeu de stabilité et de prévisibilité. Et la dernière chose sur cette question énergétique, c'est la compensation des coûts indirects, dite compensation carbone. Alors, je ne sais pas s'il reste des députés ici. La compensation carbone, c'est un levier de compétitivité pour tous les grands consommateurs d'énergie en France. Et à chaque budget, tous les élus se posent la question de est-ce qu'on ne pourrait pas la remettre en question parce qu'on peut gagner de l'argent? Vous supprimez la compensation carbone, vous tuez tous les sites électro-intensifs de France. Ni plus, ni moins.
Et la dernière chose que je voudrais préciser, c'est que l'industrie a besoin de stabilité. Or, on est sur des politiques de stop and go en permanence. On l'a vu sur les C2E, on le voit sur les politiques de recyclage. On veut favoriser l'économie circulaire. C'est prévu dans les règlements européens, on veut l'encourager en France. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les matières nécessaires à l'économie circulaire restent sur le territoire? Comment on s'assure que les activités qui vont se développer arrivent à être compétitives face à des matières vierges? Et ça, il y a un enjeu du politique. Et donc, la dernière chose, et j'espère qu'on a quelques élus, c'est que les industriels peuvent faire leur maximum, mais que les politiques français réapprennent à faire de la politique et non du champ de foire en permanence. Merci beaucoup. Le temps est dépassé, j'en suis désolé. C'est la fin de ce débat. Merci à tous. Place à la suite. Merci, cher Marc Landré, pour ce moment toujours aussi parfait et brillant. Merci, madame. Merci, messieurs, pour cet échange. Bravo à vous. On se retrouve dans un instant.